De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Rokindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Avec une croissance démographique de 2,6% par an, les villes équato-guinéennes attirent de plus en plus de monde. Une nouvelle population qu'il faut accueillir dans des conditions décentes. Le besoin en infrastructure est donc énorme et les autorités du pays ont su y répondre. Regardez donc ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Le processus d'urbanisation en Guinée équatoriale s'est véritablement renforcé au cours de ces dernières années. La population a doublé en 30 ans et le nombre de citadins est passé de 60 000 en 1994 à 156 000 en 2015. Le taux d'urbanisation en Guinée équatoriale était inférieur à 15% au lendemain des indépendances. Selon les chiffres de l'Institut de statistiques et enquêtes économiques du pays, plus d'un équato-guinéen sur deux vivra en ville en 2020. La forte croissance économique, l'évolution du taux d'urbanisation et la dynamique urbaine des villes ont poussé le gouvernement à faire des choix. La ville de Malabo, appelée Santa Isabel à l'époque de la colonisation, était le point focal de la domination coloniale. Elle jouait le rôle d'espace de contrôle administratif et politique des territoires conquis par le colon espagnol. Après l'indépendance du pays en 1968, Malabo est devenu le symbole de l'indépendance et un espace d'affirmation du nouveau pouvoir. La volonté d'emprunter au plus vite le chemin de la modernité conduisit les nouveaux dirigeants à opter pour les projets urbains modernes, des projets qui ont laissé un patrimoine architectonique important. Ce patrimoine est un héritage très important parce qu'il témoigne de ce que le fondement d'une ville dépasse son histoire, sa civilisation et les différentes étapes qu'elle a pu traverser. Le patrimoine architectural sert aussi de base aux étudiants qui ont pour ambition d'apprendre l'ingénierie civile ou l'architecture. Ici, sur l'avenue Hassan II, en plein cœur de Malabo, il est à peine 7 heures du matin et déjà les véhicules sont en file indienne. La capitale équato-guinéenne connaît une forte congestion du fait des activités qui s'y effectuent. Au lieu de réhabiliter la ville en procédant à des expropriations coûteuses et impopulaires, les autorités ont décidé de créer une nouvelle ville. Malabo 2 naît et son objectif est de donner à la capitale équato-guinéenne un visage moderne. Les premiers édifices qui ont été mis en place sont celui des Guinée équatoriale Pétrole, puis la construction des nouveaux ministères. Le projet des Malabo 2 répond à toutes les nécessités sociales et administratives d'une ville. Il a servi à la décongestion de la circulation car les véhicules circulent de manière plus fluide. Les écoles et les ministères qui se trouvent à Malabo 2 sont plus modernes. Guinée équatoriale Project, l'organisme chargé de contrôler les projets gouvernementaux, a supervisé depuis une dizaine d'années l'édification de la nouvelle ville. Les chantiers ont débuté par une route qui relie l'aéroport au centre-ville. Il s'agissait alors de la première infrastructure de la nouvelle ville. C'est sur le long de cet axe routier que s'est édifié les nouveaux ministères et sièges d'institutions. Cela a été un agrandissement nécessaire parce que la vieille ville ne comble plus les besoins du pays. Notre défi était de travailler et de continuer la rigueur qui a fait le développement de Malabo 2. Nous devons garder une discipline urbaniste nécessaire pour garder le contrôle du développement de la ville. La croissance économique de ces dernières années a permis d'offrir aux habitants de grandes villes équato-guinéennes une qualité de vie élevée en fournissant les infrastructures de base tout en garantissant la sécurité et la propreté de l'environnement. De tous les projets que la Guinée équatoriale a réalisés ces dernières années, nous avons tenu compte d'un paysage environnemental de qualité. C'est important pour la santé des citadins car la nouvelle tendance de l'urbanisme parle des villes vertes. Ici, nous l'avons respecté pour que les populations des villes bénéficient d'un cadre de vie sain. Il y a des zones de sport, des zones d'affaires ou encore des zones où les citadins pourront se promener. Le projet le plus abouti en Guinée équatoriale a été la construction de la ville de Djiblo, une ville située au centre de la Guinée équatoriale qui a été construite sur le modèle de Brasilia, la cité futuriste brésilienne fondée en 1960. Cette nouvelle capitale au cœur de la partie continentale du pays a pour but, selon les autorités, de mieux répartir les richesses et la population, largement concentrée sur la côte et sur l'île de Bioko. Les autorités avaient annoncé que la ville à long terme accueillera la majorité des institutions et activités commerciales de la Guinée équatoriale. L'étude de la taille de la population s'est basée sur différentes estimations qui vont de 65 000 habitants jusqu'à 360 000 habitants. Cet ambitieux projet constitue un vrai défi pour l'ingénierie civile moderne. Il prévoit l'exécution de 140 km de réseaux routiers secondaires et tertiaires, 127 carrefours, 7 échangeurs, 108 ouvrages hydrauliques, 220 km de réseaux d'eau potable, 10 châteaux d'eau,
une station d'eau potable avec une capacité de 3000 m3 d'eau par jour et 180 km de récollection d'eau. Il faut à la Guinée équatoriale près de 50 000 logements par an, dont plus de 60% pour loger les citadins. Des réglementations assurant une planification efficace ainsi que leur mise en œuvre permettront aux villes de faire face à la croissance des établissements informels, ce qui fournira un cadre à la croissance et au développement urbain du pays. En 2050, plus d'1 milliard d'Africains seront des citadins contre 400 millions actuellement et 20 millions en 1950. La croissance est fulgurante. Le besoin en urbanisation, Gratien, n'a jamais été aussi urgent. Oui, c'est très urgent. Surtout, ça fait un chiffre qui est énorme. Le problème, c'est que même aujourd'hui, l'organisation des villes en Afrique pose un problème parce qu'il manque de l'électricité, il manque de l'eau, il manque des infrastructures, des routes, tout. Donc, il y a, disons, on a l'impression que la population a dévancé les autorités. Il y a une planification qui manque par rapport à cette population. Et en même temps, je me dis, ce n'est pas une bonne chose de concentrer beaucoup de population dans des villes alors que les campagnes restent vides. C'est-à-dire que il y aura, les jours à venir, un problème pour nourrir les Africains. Il faut qu'il y ait des gens qui restent à la campagne, qui travaillent la terre pour gagner leur vie et ne pas se concentrer dans les villes où on cherche de l'industrie, on cherche du travail dans les usines, alors que la progression de l'investissement au niveau des usines ne suit pas, disons, l'arrivée des gens de la campagne vers les villes. Alors Jean-Marie, pour parler de la Guinée équatoriale plus précisément, on loue souvent sa politique d'urbanisation. Pourquoi a-t-elle manifestement réussi là où de nombreux pays ont échoué ? La Guinée a un avantage, c'est que c'est un pays dans lequel j'ai l'impression, quand je regarde la plupart des économies africaines, vous avez la notion de prospective qui fonctionne. La prospective, c'est de se demander, oui, ok, il y a un plan d'urbanisation que nous avons à poser à mettre en place parce que nous avons nos villes africaines qui vont grandir très très vite. Mais on ne fait pas, si vous voulez, dans ces plans d'urbanisation-là, on ne va pas dans le détail. Et la Guinée équatoriale semble l'avoir fait. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de ce sujet-là. Et c'est un sujet intéressant dans le cadre de la Guinée équatoriale. Parce que la Guinée équatoriale, ils ont construit énormément, si vous voulez, de logements. Sur le plan, si vous voulez, social, on en est même arrivé à un certain moment à se poser la question de savoir, la Guinée équatoriale, ils ont construit pas mal de logements, mais ces logements-là sont trop chers pour la population. Mais ces logements-là sont déjà là. Mais n'empêche que la Guinée équatoriale suit très bien, si vous voulez, sa prospective, que ce soit en prospective sociale, que ce soit en prospective économique. La Guinée équatoriale pose des actes qui sont très très réfléchis et on sent qu'il y a une stratégie derrière et des politiques suivent par la suite. Donc à partir de là, ce qui se passe en Guinée équatoriale, ils se projettent dans l'avenir. En se projetant dans l'avenir, comme Gratien le disait dans un de nos plateaux ici, là où il disait que la Guinée équatoriale, si vous voulez, essaye, comment dirais-je, d'anticiper les choses. Donc il a parlé de l'agriculture là tout à l'heure, ça aussi c'est un risque concernant, si vous voulez, nos campagnes. Oui, justement, la Guinée équatoriale a repensé complètement ses villes et a même créé des nouvelles villes, comme Oyala, c'est une ville au milieu de la forêt. Mais justement, on veut que cette ville nouvelle attire des populations qui quittent des zones rurales. Mais une ville comme ça, toute neuve, créée de toutes pièces, ça coûte énormément cher. Il y a un risque, comme l'a dit Jean-Marie, c'est que ces personnes qui quittent les campagnes pour aller vivre en ville n'aient pas les moyens d'accéder à ces logements. Bon, ce n'est pas le premier pays qui le fait. Il y a beaucoup de pays qui ont essayé même de transférer leur capital, mais finalement, les capitales, les gens, les présidents, les autres sont restés dans l'ancienne capitale. Et on a des villes qui restent désertes. On construit une ville autour d'une activité. Jamais on peut construire une ville et essayer d'apporter des activités. Parce que les gens ne viennent pas habiter avant qu'il y ait l'activité. Par contre, là où il y a de l'activité commerciale, de la production, on peut construire une ville parce qu'il y a des gens qui cherchent un logement. Disons que la ville doit répondre à une demande, à un besoin de la population. Pas seulement construire de belles maisons qui sont très chères, comme je viens de le dire, qui sont inhabitables pour des raisons d'argent. Donc il faut essayer aussi de s'adapter aux revenus de la population pour que tout soit en harmonie. Quand on a un tel exode rural, Jean-Marie, l'un des principaux problèmes, c'est bien évidemment la gestion des ordures. Exactement, c'est la gestion de toutes nos capitales africaines. C'est pour ça que j'ai parlé, si vous voulez, d'anticipation et de prospective là tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut, dans nos États africains, que nous ne commettons pas, si vous voulez, les erreurs que nous voyons dans certaines
dans certains pays occidentaux. Nous avons eu Harlem aux États-Unis. Nous avons les banlieues ici, là, si vous voulez, dans pratiquement tous les pays européens. Il faut que les pays africains s'assoient et se disent que la croissance démographique à laquelle nous avons à faire face, comment est-ce que nous devons la gérer? Parce que il n'y a pas seulement la population qui vient s'installer à un endroit. Il faut que vous mettez en place des dynamiques qui accompagnent le fait que les individus viennent s'installer dans une ville. Donc il faut qu'il y ait tout ce qui est nécessaire pour rendre non seulement salubre cette ville-là, pour la rendre compétitive par rapport à l'ensemble des autres villes que vous avez dans le pays. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent ce qu'on appelle, si vous voulez, les plans d'urbanisation. Ces plans d'urbanisation-là ont un rôle. L'urbanisation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Mais malheureusement, dans tous les pays du monde, c'est une urbanisation qui n'est pas souvent très bien maîtrisée. Et ça pose des problèmes par la suite, qui vont être des problèmes économiques, qui vont être des problèmes sociétaux, globalement, qui vont être des problèmes de santé, sanitaire et tout ce qui s'ensuit. D'après l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dans les centres urbains du continent africain, moins de la moitié des déchets solides est collecté et 95% de cette récolte n'est pas traitée correctement, Gratien. Oui, c'est un gaspillage parce que les déchets, finalement, quand on les collecte, on peut les utiliser à autre chose. Il y a des pays qui sont en avance, par exemple, je vais citer le Rwanda, qui collecte les déchets et qui les utilise bien. Et d'ailleurs, une capitale plus propre que des capitales qu'on connaît, même plus que Paris, quand on est à Kigali, qui est réputé, qui est réputé pour sa propriété. Et donc, les déchets, on peut les utiliser pour l'agriculture, pour autre chose. Le papier, on peut recycler le papier. C'est-à-dire qu'on passe à côté des emplois, on peut créer des emplois. En plus, c'est rentable. Donc, on peut, en même temps, disons, faire des affaires. Il faut que les États puissent suivre ce mouvement. Je pense que finalement, c'est une bonne chose. Les déchets, ce n'est pas une mauvaise chose pour nous. C'est une bonne chose quand on essaie, disons, d'exploiter et ne pas finalement les laisser créer des maladies pour la population. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.